à 2013, 25 années de carrière durant lesquelles il présenta presque 540 émissions débat, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Il est aussi écrivain, auteur, entre autres, du recueil des proverbes africains, qui est sa dernière publication, un recueil dans lequel nous trouvons 5312 proverbes. Il est aussi auteur du livre Modibo Keïta, portrait inédit du président, publié en mai 2018. Monsieur Tekete, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes également avec monsieur Gaussou Diarra, professeur de droit à l'université, ancien consultant à l'Union africaine, ancien conseiller à l'ambassade du Mali en France. Monsieur Diarra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et enfin, nous sommes en compagnie de monsieur Ibrahima Kébé Tamagide, alias Kébé l'Africain, commissaire principal de l'association Faso Kano. Monsieur Kébé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Diarra, ce soir nous parlons du RDA. Alors, qu'est-ce que c'est que le RDA et pourquoi fallait-il créer ces grands partis africains? Merci, monsieur Dissa. Et je pense que je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau pour nous donner l'occasion de donner notre point de vue sur le RDA. D'abord, le sigle RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain. Le RDA était un puissant mouvement panafricain à l'époque pour l'émancipation des peuples et dans l'esprit de la mémoire collective. Le RDA est la force politique est restée la force politique dans le cadre de la décolonisation des territoires français. Le RDA est un grand rassemblement panafricain, la fédération des partis, mais je vais retenir deux grands partis, le parti de la fédération africaine et le parti du regroupement africain. L'objectif principal, pour aller très rapidement, était l'émancipation des peuples et l'indépendance des peuples africains. Dans cette idéologie à l'époque, qui peut se résumer à l'émancipation des peuples, le panafricanisme, l'anti-impérialisme à l'époque et l'indépendantisme. Voilà un peu, très brièvement, l'esprit qui a prévalu à la création du RDA. Et je tiens à rappeler que le RDA a été créé à Bamako en 1946, en octobre. Entre 18 et 22 octobre, au lycée technique ici même à Bamako. Et ça a été un exemple de coalition de partis politiques qui doit peut-être inspirer les générations futures. Voilà ce que je peux dire de façon très succincte sur le Rassemblement démocratique africain. Et nous apprenons en même temps ce soir le décès de M. Salah Niaré, premier ministre de l'Agriculture. Et il était le ministre de l'Agriculture et le docteur Seydou Badian était le ministre de l'économie rurale. C'est un des premiers à élaborer la conception de la politique agricole au Mali dans le cadre du premier plan quinquennal en 1961. Et que retenez-vous de ce grand homme, M. Ndiaye? Et M. Diarra? Non, Salah Ndiaye. Salah Niaré. Niaré, disons, j'ai dit Niaré. Oui. Un intellectuel très brillant, un intellectuel africain qui a consacré toute sa vie dans le cadre agricole au bonheur du peuple malien. D'accord. Ouais. Merci M. Diarra. Monsieur Tekete, nous sommes octobre 2019 et 18 octobre, nous ne pouvions vraiment pas tomber mieux. Parce que c'est à cette date même que s'est retrouvé tous ces grands leaders africains pour justement la création du RDA. Alors, est-ce que le contexte déjà était propice à l'époque pour la création de ce vaste ensemble politique? Très bien. Avant peut-être même de répondre à cette question, je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour tous ceux qui, dans leur temps, se sont investis corps et âme pour faire en sorte que
le RDA naisse et que le combat qu'ils ont mené a montré à plus d'un titre la justesse de leur analyse de la situation historique dans laquelle l'Afrique a été placée pendant des siècles de colonisation. C'est peu dire que de dire que la création du RDA était propice en son temps. Je crois que pour comprendre cela de façon beaucoup plus aiguë, il faut se référer au contexte historique dans lequel l'Union et le RDA a été créé. Pour comprendre cela, je crois qu'il faut un peu remonter le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire parce que l'Afrique a été colonisée par différentes puissances européennes. Ces puissances européennes ne sont pas venues d'un coup. Ils sont venus d'abord progressivement, d'abord avec des missions d'exploration, à l'issue desquelles ils ont signé des traités de commerce et d'amitié avec les peuples africains. Ensuite, ils sont arrivés, après l'expédition, à la guerre coloniale, à l'occupation militaire et ensuite à l'administration coloniale, qui était un pilier et non des moindres de maintenir l'Afrique sous le joug de la colonisation européenne afin de pouvoir exploiter ses ressources naturelles. Je m'en vais prendre quelques repères historiques pour étayer un peu plus ce que j'ai dit. En 1876, je dis bien en 1876, les puissances coloniales européennes occupaient 18,8% du territoire du continent africain. Je dis bien en 1876. Alors, lorsqu'ils ont fait cette occupation, ils se sont rendus compte des énormes potentialités dont dispose ce continent. Toutes choses qu'ils n'avaient pas là-bas chez eux, en Europe. Alors, ainsi, ils ont mobilisé toutes les énergies physiques et intellectuelles pour aller davantage à l'occupation du continent africain. Je m'en vais pour cela vous évoquer le discours du 18 mai 1879 d'un écrivain français que malheureusement beaucoup de gens apprécient, mais ne voient pas le fond de la pensée, Victor Hugo. Victor Hugo, le 18 mai 1879, a prononcé un discours à l'endroit des peuples africains en leur demandant d'aller occuper l'Afrique, que l'Afrique n'appartient pas aux Africains, que l'homme noir africain ne peut connaître la civilisation qu'avec le contact de l'homme blanc. Et que c'est seulement en occupant l'Afrique, c'est bien Victor Hugo qui le dit, hein, que c'est seulement en occupant l'Afrique que les Européens pourraient éventuellement résoudre les tensions sociales qu'ils connaissent et déverser leur trop-plein. Voilà exactement ce que Victor Hugo a dit en 1879, précisément le 18 mai. Alors, donc tout cela montre l'envie effrénée des puissances occidentales à mettre la mainmise totale sur l'Afrique. Et c'est comme ça que, précisément en 1885, ils se sont retrouvés en Allemagne, à Berlin, pour mieux se partager l'Afrique. Ce partage a été de telle manière que certains se sont sentis lésés, notamment l'Allemagne, sur le territoire duquel a eu lieu cette conférence de Berlin. Donc, l'Allemagne n'a bénéficié, à l'issue de ce partage, que du Cameroun, du Togo, de la Namibie et de la Tanzanie, le Tanganyika à l'époque. Alors, face à cette situation qu'elle a estimée injuste pour elle, elle n'a pas croisé les bras. Elle s'est donc préparée. Et c'est ce qui explique, dans une large mesure, la Première Guerre mondiale. 1914-1918. Ce que l'on ne dit pas et que les historiens européens taisent, la première grande bataille qui a marqué le déclenchement de la Première Guerre mondiale a eu lieu à Birou. Birou, un village du Moyen Congo à l'époque, qui est à la frontière entre le Cameroun et le Congo, Brazzaville. Je disais tantôt que le Cameroun était sous domination allemande. Donc ils avaient estimé qu'en agressant le Congo, en mettant la main sur le Congo, ils auraient porté un coup dur aux puissances coloniales françaises, à la puissance coloniale française, parce que Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Mais tout le monde sait l'issue de cette guerre. L'Allemagne a perdu. Donc finalement, après cette guerre, même les colonies dont elle disposait en Afrique lui ont été retirées.
le Cameroun a été remis à la France, le Togo partagé entre la Grande-Bretagne et la France, la Namibie donnée à la Grande-Bretagne, et la Tanzanie, le Tanganyika remis à la Grande-Bretagne. Tout à fait. Donc, face à cette situation, elle ne pouvait pas rester tranquille encore. Pour revenir un peu sur le cours de l'histoire, en 1914, la France, puisque c'est bien qu'il s'agit, si je dis la France, il ne s'agit pas de tous les Français, parce qu'il y a des Français qui ont à cœur de nous aider à sortir de cette situation de domination depuis les temps historiques de la colonisation. En 1914, la France, avec ses 555 000 km², disposait en Afrique de 10 600 000 km². Et alors que la population de la France, même à cette époque-là, c'était 39 600 000 habitants. 555 000 km², 39 millions d'habitants, ils disposaient en Afrique de 10 600 000 km² habités par 55 millions d'habitants. La France. Donc vous voyez déjà, et tout cela c'était conçu de faire en sorte que l'économie de ces pays-là, de ces terres dominées, soit essentiellement orientée vers la satisfaction des intérêts des grandes sociétés françaises. Donc, on a cheminé ainsi. Alors, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, parce que les Allemands n'ont pas voulu croiser les bras face à la situation qu'ils ont connue après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont tout perdu. Mais entre-temps, il y a un homme qui avait écrit un livre, qui était Hitler, Mein Kampf, dans lequel il disait que la race allemande, c'est la race aryenne, c'est la race pure, c'est la race qui est la plus noble, il faut qu'elle domine le monde, etc. Donc les grandes sociétés bancaires, industrielles, allemandes, ont vu en lui quelqu'un sur lequel ils peuvent s'appuyer pour reprendre tout ce qu'ils ont perdu, et en Europe et en Afrique. Alors c'est comme ça qu'ils ont misé sur Hitler, ils l'ont financé progressivement, jusqu'à ce qu'il arrive à mettre en place une solide armée. Et c'est comme ça qu'ils ont déclenché la guerre, pour reprendre tout ce qu'ils avaient perdu. Et l'objectif, je dis, les deux guerres mondiales, l'enjeu de ces deux guerres mondiales, c'était l'Afrique, la même mise sur l'Afrique, ses ressources naturelles et humaines. Alors, on a vu ce que ça donnait aussi, finalement. Hitler était même arrivé jusqu'en Afrique du Nord. Il avait dominé toute l'Europe. Mais en ce moment, vous permettez que je continue, en ce moment, quand il a dominé presque une bonne partie de l'Europe, il était en train d'avancer en Afrique. Précisément en août 1941, face aux avancées fulgurantes de la Wehrmacht, l'armée allemande, Churchill, le Premier ministre britannique, et Roosevelt, le président américain, se sont retrouvés sur un bateau dans l'océan Atlantique, précisément sur l'île de Terre-Neuve. Ils se sont dit, bon voilà, si nous ne freinons pas l'ambition d'Hitler, même nous, nos intérêts seront complètement anéantis. Alors c'est comme ça qu'ils ont dit, bon très bien, maintenant on va essayer de voir si on peut joindre à nous d'autres pays qui vont s'allier à nous et faire en sorte que nous puissions arrêter l'avancée des troupes hitlériennes et même vaincre Hitler au nom de nos intérêts. C'est comme ça qu'ils se sont redonnés rendez-vous en septembre 1941 à Londres. Et c'est là-bas qu'ils ont pu faire venir vers eux d'autres pays, si vous le permettez, je peux les citer. Il y avait la Belgique, d'abord il y a l'Union soviétique qui était déjà agressée, il y avait la Belgique qui était sous occupation, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et les représentants de De Gaulle, parce que De Gaulle s'était réfugié à Londres. Donc ces représentants qui étaient là-bas se sont associés aux représentants de ces différents pays pour signer précisément le 24 septembre 1941 la charte de l'Atlantique. Et au nom de cette charte, ils se sont organisés, ils disent maintenant désormais, nous allons vaincre Hitler, mais quand nous allons le vaincre, tous les pays qui ont signé cette charte avec nous, s'ils occupent d'autres pays au nom de leurs intérêts, il faut qu'ils leur donnent la liberté et que chaque peuple choisisse la voie de développement politique et économique qu'il souhaite. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé finalement le débarquement de Normandie. Hitler a été chassé, mais on a dit à De Gaulle, vous avez signé la charte, donc vous dominez l'Afrique
donner leur indépendance. Et c'est comme ça que De Gaulle, sur la pression de ces différents pays, on peut dire la communauté internationale de l'époque. Exactement, a été obligé, il n'a pas fait de gaieté de cœur, hein, il a été obligé d'organiser la conférence de Brazzaville. Et c'est là-bas maintenant qu'on a commencé progressivement à ouvrir les vannes pour permettre aux populations africaines de s'organiser et d'aller progressivement vers leur indépendance et de choisir la voie qui leur sied. Alors c'est comme ça que, à partir de 1945, on a autorisé la création de partis politiques dans les anciennes colonies de la France. De Gaulle a été contraint. Il ne voulait pas le faire de gaieté cœur. Donc c'est comme ça que, en ce moment, au Mali, ça trouvait que, déjà avec le Front populaire qui était au pouvoir dans les années 36, 37 en France, avait déjà fait une certaine ouverture donc entre guillemets de liberté démocratique, ce qui a permis la création d'associations dans ces différentes colonies de la France. D'accord. Bon. Allez-y. Donc, très rapidement, voilà. Donc très rapidement. Alors, et finalement, les partis politiques ont été créés. Le premier parti politique créé au Soudan, à l'époque, c'était le Parti démocratique soudanais, qui a été créé sur l'initiative de deux fonctionnaires français qui étaient du Parti communiste français, Jacques Fayette et Pierre Morley. Mais ils ont travaillé avec Idrissa Diarra et puis certains de ses compagnons comme Boubacar Sissoko. Hein? Bon, donc eux, ils ont créé le Parti démocratique soudanais, précisément qui a été reconnu le 7 janvier 1946. Et le deuxième parti qui a été créé, c'est le Bloc soudanais de Mamadou Konaté. Alors là, il avait avec lui d'autres intellectuels comme Modibo Keïta, comme Tidjane Sidibé, comme Mamadou Fadiala Keïta, etc., etc. Donc, et en troisième position, le parti qui a été créé, c'est le PSP de Fili Dabo, qui a été créé le 13 février 1946. Donc, c'est comme ça, avec la création de ces partis, on a organisé la première élection en 1945. Avant même que les partis ne soient créés. La première élection qui a été créée, ça a été gagné par Fili Dabo Sissoko. Donc Fili Dabo Sissoko a été représenté le Soudan à l'Assemblée française. Et c'est là-bas que les représentants africains qui se sont retrouvés à l'Assemblée française se sont dit maintenant, voyons ensemble comment nous allons mutualiser nos efforts pour aller vers l'indépendance. Et ils ont signé un manifeste. Si vous voulez ce que le manifeste l'a dit, je peux vous le lire, c'est très brièvement. Hein? Et dans ce manifeste qu'ils ont signé, en 1945, il était dit, nous avons décidé de convoquer ce rassemblement, c'est-à-dire le rassemblement qui a donné naissance au RDA, nous avons décidé de convoquer ce rassemblement les 11, 12 et 13 octobre prochains à Bamako, au centre de l'Afrique occidentale, dans ce Soudan de fermeté, de l'originalité africaine, où convergeront de Guinée, du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger, du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Tchad, de Lubangui-Chari, qui était la République centrafricaine, du Gabon, les hommes porteurs du message d'union et de fidélité des Africains. Voilà comment ils se sont retrouvés. Mais la France avait tout fait pour qu'ils ne puissent pas arriver à cette date. Et c'est pourquoi finalement, ce n'est que en 18 octobre 1946 qu'ils se sont retrouvés à Bamako pour créer le RDA. Les détails nous en donnent. Merci M. Tekete, M. Kébé. Alors, quelle réaction avez-vous face à ces rappels historiques de la création du RDA? Tout d'abord, permettez-moi de joindre ma voix à celle de mon prédécesseur pour rendre hommage au doyen Salagnare, oui, qui était vraiment un cadre très sérieux, un cadre très très distrait, qui a servi l'Afrique sous la direction de l'Union soudanaise RDA. Je pense que notre génération doit comprendre aujourd'hui que le RDA, c'est-à-dire la création du Rassemblement démocratique africain à Bamako, répond aux aspirations profondes de notre peuple. Mais pour mieux comprendre, je pense fondamentalement qu'il faut retourner un peu en arrière. Parce qu'on doit comprendre que notre continent, qui est l'Afrique, a été victime de l'agression physique et morale, de l'exploitation, de la domination, de l'oppression, de l'humiliation, en un mot, de violence, de vol et de spoliation multiples. Nos familles ont été brisées, nous avons été sévrés de notre langage, de notre histoire, de notre culture et de nos religions. Et ils ont soumis l'Afrique à des traitements vraiment inhumains. Après ça, il y a eu la période coloniale aussi,
Pendant cette période, c'était des génocides, c'était la destruction sociale, ils ont dépravé nos mœurs, etc. Donc on est dans une nouvelle phase aujourd'hui sous la direction du FMI et de la Banque mondiale. Mais il est très clair qu'à un moment donné, dans notre pays ou un peu partout en Afrique, des femmes et des hommes se sont dressés de toute leur taille pour dire non à ces pratiques-là. Et partout également, les Africains ont essayé de se rassembler, de s'unir pour créer le véritable rapport de force possible afin de pouvoir mettre fin à ces barbaries-là. Et ceux qui ont été déportés dans les plantations en Amérique ou ailleurs pour y subir les pires formes d'exploitation et d'humiliation, qui pensaient à un moment donné que les frères africains qui étaient là sous le sol africain, que c'est de leur faute aussi, ils sont de l'autre côté, alors que c'est une déformation de l'histoire. Ils aussi, à leur niveau, ont essayé de s'organiser dans le cadre du panafricanisme, etc. C'est pourquoi, avant 1946, c'est que des Africains se sont battus. Par exemple, le Tiamaro Garan Kouyaté, à un moment donné, qui voulait même rassembler les jeunes de l'Afrique occidentale française. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, qui a été même fusillé par la suite par les Allemands impérialistes. Donc, en ce qui concerne 1946 concrètement, c'est vrai, c'est les députés, les élus de l'Afrique qui étaient déjà en Europe, en France, je vais dire, qui avaient cette soif d'avoir une base populaire. C'est-à-dire créer le véritable rapport de force contre le colonialisme, parce qu'il y avait l'inégalité, il y avait l'intolérance, on peut le dire ainsi. Mais avec les Français aussi, il y avait des Français démocrates qui étaient contre aussi le colonialisme en tant que tel. C'est ceux-là en réalité qui ont aidé nos élus à ce qu'on puisse se rencontrer un peu partout et puis former ce bloc-là afin de pouvoir dire non au colonialisme. Donc maintenant, en 1946, c'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais en réalité, le congrès était prévu pour le 18, mais c'est vers 18h15 que les élus sont venus à Bamako. Ils étaient là vers 18h parce qu'il y avait trop de problèmes avant les mais là, on parle du 17 déjà ou bien du 18? 18. D'accord. C'est le 18 vers 18h, 15 minutes que les élus firent leur rentrée. Et le lendemain, samedi 19, qu'il y a eu l'ouverture du congrès. Donc après, il y a eu la section de l'Union soudanaise RDA, conformément aux recommandations du congrès, du grand rassemblement démocratique africain. Donc le besoin aujourd'hui de rassembler les Africains est une réalité. Et c'est grâce au rassemblement démocratique africain que les Africains ont pu vraiment, comme on appelle, construire le rapport de force qu'il faut. Et puis, en bout de 14 ans de lutte, certains ont pu bouter dehors l'occupant colonialiste impénitent. Mais rapidement, M. Kébé, avec la disparition aujourd'hui de M. Salagnari, parlons-nous ici de la fin de toute une génération? Pas du tout. C'est l'idéal. C'est pas... Par exemple, le prophète Mohammed, paix salut et paix sur lui, il n'est pas là physiquement, mais pourtant l'islam continue. Merci, M. Kébé. M. Diarra, nous allons maintenant parler des objectifs du RDA. Quels étaient ces objectifs-là, déjà à la création? À la création des objectifs, si vous permettez, je voulais juste compléter mon frère Tekete quand il a parlé des indépendances africaines. Où il dit que De Gaulle était contraint. Le général De Gaulle a été contraint, il y avait certaines raisons que je vais ajouter après la défaite de Dien Bien Phu. Les Français l'armée française a été humiliée. Il y a eu aussi l'Algérie combattante qui a poussé le général De Gaulle à accélérer la marche de l'histoire. C'est cet aspect positif. Je vais en venir. Ensuite, par rapport à votre question, le RDA, d'abord, le 22 septembre 1960 était un acquis fondamental du Rassemblement démocratique africain. Le 22, c'était la décolonisation des peuples, c'était aussi la décolonisation des esprits, c'était aussi avoir une souveraineté économique, une souveraineté militaire, une souveraineté culturelle, où aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de ces souverainetés sont remises en cause. Et je pense que les acquis du RDA ont été des acquis fondamentaux. Nous avons assisté à une décolonisation économique, d'une économie de traite. Et par exemple, l'Union soudanaise RDA est venue à la transformation de tous les domaines
de l'économie, dans le cadre du transport, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre des banques et autres. Je pense que, et pour me résumer très rapidement, je pense que les acquis du RDA ont été des acquis fondamentaux, ont été des acquis positifs, dont aujourd'hui, d'après le sujet qui est le style des acquis du RDA, sont du combat du RDA, les acquis sont énormes, mais des acquis qui sont peut-être aujourd'hui remis en cause. D'accord. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Par le dépérissement des convictions, par le dépérissement de l'idéologie, par le dépérissement des ressources humaines même. C'est l'homme qui a changé. Je pense que tout cela est philosophiquement entre en ligne de compte. D'accord. Ouais. Merci M. Diarra, M. Tekete. Que pensez-vous des acquis du RDA? Peut-on parler véritablement d'acquis? Si oui, lesquels? Bon, je crois qu'avant de parler d'abord des acquis, il serait intéressant de savoir un peu plus en détail quels sont les résultats auxquels le congrès constitutif du RDA était arrivé. D'abord, à cette époque historique de l'évolution de l'Afrique, ce qui était la tâche prioritaire, la première des tâches, c'était d'acquérir l'indépendance politique. Parce que sans indépendance politique, nous étions sous le contrôle de puissances coloniales qui nous empêchaient de décider de notre propre sort. C'est eux qui imposaient tout. Alors c'est pourquoi, parmi les tâches prioritaires, il a été souhaité que nous mutualisions nos moyens pour aller ensemble à l'indépendance. Modibo l'a dit dans son discours lorsque, en décembre 1958, il a reçu à Bamako les représentants des 4 États qui avaient décidé d'aller ensemble à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral, à savoir le Soudan, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Il a dit que les États poussières, aujourd'hui dans le contexte international, ne peuvent en aucun cas arriver isolément à une souveraineté pleine et entière. Il faut donc que nous allions à l'indépendance ensemble dans le cadre d'un État fédéral, et c'est à ce prix seulement que nous pourrons progressivement mettre en branle tous nos moyens intellectuels, matériels, physiques, pour arriver à une pleine souveraineté dans le cadre de relations internationales d'interdépendance. Donc l'indépendance était à concevoir Absolument. Dans le cadre d'un État fédéral. Voilà, c'était ça le combat. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parmi les recommandations du Congrès, il a été demandé l'unité politique de l'Afrique. Donc ça, c'était un aspect fondamental des décisions prises au cours de ce Congrès constitutif. Ensuite, logiquement parlant, quand on veut aller vers l'indépendance politique dans le cadre d'un État fédéral, il faudrait que ce soit dans le cadre d'une certaine souveraineté qui nous permet nous-mêmes de décider des voies et moyens à mettre en jeu pour arriver à cette véritable indépendance, sans laquelle l'indépendance économique va être très difficile. Alors c'est comme ça que, parmi les décisions, il y avait aussi la condamnation de la théorie assimilationniste de la France, qui voulait faire de ces anciennes colonies des France outre-mer. Donc le Congrès a dit qu'il ne faut pas cela, et ils ont critiqué cela. Et le Congrès a dit aussi que les différentes sections du RDA qui vont être créées dans chacun de ces pays, à partir de la fusion des forces politiques démocratiques qui vont mettre en place toutes leurs structures ensemble pour aller vers une section du RDA dans ces pays-là. Donc il a été dit que ces partis politiques, sections du RDA, ne doivent pas s'affilier à des partis politiques de la métropole, mais peuvent aller vers une coopération étroite avec les partis progressistes démocratiques de la métropole. C'est ce qui avait été dit. Donc aujourd'hui, quand on regarde la situation dans nos pays, l'émiettement de nos pays, on est allé, et disons-le clairement, la loi 4 de 1956
a été celle qui a consacré la territorialisation des colonies. Donc, ils ont vu très tôt que c'est en nous divisant, même si on allait à l'indépendance, entre guillemets, en nous divisant, ils pourraient mieux continuer à régner sur nous. Alors c'est comme ça que, avec malheureusement l'assentiment de certains hommes politiques africains, ils ont fait adopter la loi cadre en 1956. Ce qui est déjà une première contradiction au sein du RDA entre les fédéralistes et les antifédéralistes. Les fédéralistes, c'était les Modibo Keïta, c'était Lamine Gueye, bon, Senghor, quelque part. Mais et les antifédéralistes, c'était avec à leur tête Houphouët-Boigny. Il a beaucoup fait d'ailleurs pour l'adoption de la loi cadre de 1956. Donc ça, c'est la première contradiction qui est née. Mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution du continent africain, 54 États, mais qui représentent quoi dans le cadre des relations internationales actuelles? Mais ils sont... Isolement. Ils sont tournés comme des toupies. Alors que même ces pays-là, anciens colonisateurs, ces pays-là aujourd'hui sont en train de se mettre ensemble, de mutualiser leurs moyens, leurs forces pour aller de l'avant. Oui, mais M. Tekete, pourquoi et ceux qui voulaient vraiment faire le fédéralisme, voulaient vraiment les États fédérés, pourquoi ils n'ont pas pu en fait réussir dans leur aventure? Parce que les forces en face desquelles ils se trouvaient étaient d'une puissance qui les a empêchés d'aller vers la réalisation de leurs objectifs. Un. De deux, pendant toute la période coloniale, la mentalité de l'homme colonisé a été telle qu'on lui a fait perdre confiance en lui-même. Et il a cru qu'il ne peut s'en sortir qu'avec l'ancienne métropole. Donc tout cela, tous ces facteurs objectifs et subjectifs pris ensemble ont fait en sorte que ceux qui étaient des fédéralistes, malgré leur volonté, malgré leur énergie et tout ce qu'ils ont mis en branle comme moyen, comme dispositif, n'a pas pu aboutir. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que leur analyse était des plus pertinentes et qu'aussi longtemps que nous ne reviendrons pas vers l'unité du continent africain, nous avons tout faux de vouloir sortir de cette situation-là tout seul. Merci M. Tekete. M. Kébé, finalement, s'il fallait l'indépendance, mais dans le cadre d'un État fédéral, qu'on n'a pas pu en fait sauvegarder, alors finalement, pourquoi avons-nous pris cette indépendance-là? Avons-nous pris cette indépendance? Finalement, elle nous sert à quoi si elle doit se passer dans cette situation? Et si elle doit continuer en fait d'être là, mais de nous servir de cette façon? Nous ne regrettons pas d'avoir arraché notre indépendance dans les cendres fumantes du colonialisme. Parce que l'indépendance, c'est le symbole de la dignité. C'est la fin de l'humiliation, c'est la fin de cette dépersonnalisation africaine. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de la fin de ce que vous citez, de l'humiliation, de la dépersonnalisation de l'Africain? Peut-on en parler aujourd'hui? On peut bel et bien parler de ça, mais en situant bien dans une époque précise. D'accord. Par exemple, dans les années 46, quand nous nous sommes organisés en tant que Rassemblement démocratique africain, nous avons travaillé comme il le faut, conformément à nos lignes, à nos principes. Et au bout de 14 ans de lutte, en prenant juste le cas du Mali, nous avons réussi à bouter hors de notre territoire l'occupant colonialiste. Et on a fait de ce pays un pays véritablement de femmes et d'hommes libres et dignes. Donc on a africanisé nos cadres et on était le symbole de la souveraineté nationale et internationale un peu partout. Donc, de ce fait, c'est vrai, il y a une nouvelle forme de colonisation qui ne dit pas son nom aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que c'est sous la direction du FMI et de la Banque mondiale aujourd'hui, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods. Mais en réalité, l'indépendance a un sens réel. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est divisé. On est éparpillé. Étant divisé, nous ne pouvons rien faire de concret. C'est pourquoi le président Modibo Keïta a dit clairement que seul dans l'unité, l'Afrique pourra résister. Et cette unité d'action-là, nous l'avons recherchée même avant 1946, mais en 1946 déjà, on l'a obtenue comme ça. Il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a eu des Africains. Si, parce qu'il y a eu des Africains qui se sont mobilisés dès les premières heures contre les objectifs du Rassemblement démocratique africain depuis Paris. Pour mieux comprendre, il faut lire le livre de Félix Houphouët-Boigny, Mes premiers combats. Vous allez comprendre dans les détails qui ont pris de l'argent pour saboter le Rassemblement démocratique africain à Bamako et comment ils ont avoué les faits. Et Houphouët-Boigny l'a écrit noir sur blanc.
Et pour comprendre aussi le double jeu de certains de nos cadres africains qui étaient colonisés mentalement, il faut lire aussi le combat pour l'Afrique de Wenzen Coulibaly, qui était un cadre vraiment valable, très sérieux, et qui est RDA aussi. Donc aujourd'hui, à mon avis, c'est pourquoi les Modibo Keïta ont toujours voulu qu'on aille ensemble. Depuis le référendum de 58, ils ont voulu qu'il faut qu'on aille ensemble. Leur thèse, c'était quoi? Sous le régime colonial, c'était l'Afrique occidentale française, c'était l'Afrique équatoriale française par-ci. Donc ils ont travaillé à mettre ensemble des micro-États pour les coloniser ensemble. Et notre objectif, c'était quoi? Si nous voulons aller à l'indépendance, il faut que nous partons à l'indépendance en bloc. C'est vrai, le Rassemblement démocratique africain, à l'origine, Houphouët-Boigny a joué un rôle extrêmement important. Mais après, Houphouët-Boigny, voilà, c'est compliqué. Il a travaillé à casser toute initiative allant vers l'unité. Parce qu'en réalité, la France n'est pas d'accord à ce qu'on se mette ensemble. Même la conférence de Brazzaville, la conférence de Brazza... Monsieur Kébé, qu'est-ce qui était censé vraiment à faire à l'époque? Ne fallait-il pas peut-être attendre jusqu'à ce que nous soyons prêts à aller à l'indépendance, mais en bloc, finalement? Non, au fait, on a tenté. En 1946, les gens ont fait des serments, les gens ont juré de rester fidèles aux engagements. Mais 24 heures après, d'autres ont fait une déviation. Mais d'autres sont restés sur leur ligne. Ils se sont battus. Il y a eu Ghana, Guinée, Mali. Avant ça, il y a eu la question de la Fédération du Mali qu'on vient d'en parler tout de suite. Tout ça, c'était dans l'idée de fédérer les forces afin que nous puissions arracher notre indépendance. Après, il y a eu cette question de l'organisation de l'unité africaine qui a dévié après. Mais le combat continue toujours parce que 1946 nous a montré la lumière. Parce qu'on a su qu'à 1946, c'est vrai, les Africains peuvent se mettre ensemble. Vous pouvez être communiste, vous pouvez être je ne sais pas quoi, nationaliste, etc. Mais le plus important, qu'on se mette d'accord autour de l'essentiel pour sauver le pays. Et aujourd'hui, un autre rassemblement démocratique africain s'impose aujourd'hui pour que l'Afrique... Justement, M. Kébé, j'allais vous poser la question. N'était-il pas plus facile de réussir ces grands rassemblements en 1946 que maintenant? Non, chaque moment a ses réalités. Je le disais tout à l'heure que la conférence de Brazza n'était même pas contre le colonialisme en réalité. Parce que la façon dont cette conférence s'est déroulée, même ceux qui étaient là dans la salle, c'était pour l'Afrique, mais si les Africains étaient là ou pas, on le sait. Donc ce n'était pas fait pour nous en réalité. Donc tout ça a révolté les gens. Mais aujourd'hui, chaque moment a ses réalités. En 1946, c'est une réalité, et cette fois-ci aussi, c'est une autre réalité. Mais cela n'occulte en rien la nécessité de fédérer les forces saines. Et le monde est une question de rapport de force. Et si le rapport de force est favorable, l'Afrique sera un seul peuple, comme les Modibo Keïta l'ont voulu. Une seule armée, un seul gouvernement, une seule monnaie. Et l'Afrique sera dirigée convenablement par des dirigeants décolonisés mentalement. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des dirigeants qui sont colonisés mentalement et ne pensent à l'européen, à l'occidental, alors qu'en réalité, l'Afrique est une recherche impérissable. D'accord, merci Monsieur Kébé, Monsieur Diarra. Vous parliez tantôt de souveraineté économique, culturelle, politique, militaire, tout ça dans le cadre quand même d'une indépendance, toute indépendance qu'il fallait et qu'il ne fallait même pas voir si elle ne devait pas se réaliser dans les cadres des fédérations, des grands groupes, des grands ensembles. Pourtant, nous sommes finalement allés à l'indépendance sans ces grands ensembles-là. Cette indépendance que nous avons finalement pu acquérir, elle nous sert à quoi concrètement? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent cette question. Merci, M. Dissa. Moi, je pense que je vais, par rapport à la fédération, à l'unité, louer la solidarité très forte des dirigeants africains de l'époque, où il y avait le PFA, le parti de la Fédération africaine. Et quand on en parlait, je pense, le 22 septembre 1960, le mot socialisme, beaucoup pensent que l'option socialiste était venue des dirigeants de l'Union soudanaise RDA. C'est dans le cadre du PFA, du parti de la Fédération africaine. Et je loue cette solidarité. Le PFA, à l'époque, c'était un parti très puissant, un parti d'unité, et le président de la Fédération africaine était le président Senghor.
Modibo Keïta était le secrétaire général, Doudou Gueye était le secrétaire administratif. Dans le cadre du bureau exécutif, il y avait le parti Sawaba, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Bakari Djibo. Il y avait Nazi Boudin, la Haute-Volta. Il y avait Apiti. Il y avait Berlin Renzou, tout ça du Dahomey, aujourd'hui l'actuel Bénin. Moi, je pense que, et ça, comme l'a dit M. Tekete, l'objectif numéro 1, la mission, ça c'était l'unité africaine. 2, c'était un socialisme à adapter aux réalités africaines. Bon, pour aller très vite de fil en aiguille, moi je pense que la solidarité africaine, en Afrique aujourd'hui, il y a un problème d'égo, et il y a un problème qui se pose fondamentalement en termes d'égo, et je ne pense pas qu'on puisse, le rassemblement démocratique, qui puisse être une source d'inspiration pour les générations futures. On a pensé en 1946 à créer un parti et un rassemblement pour le rassemblement démocratique. Aujourd'hui, on a plus de 200 partis au Mali. Et rien qu'au Mali. Et rien qu'au Mali, avec des objectifs différents, mais tout le monde vise, tout le monde veut une bonne agriculture, tout le monde veut une bonne économie. Pourquoi créer 100, 200 partis? Est-ce que vous croyez à l'unité africaine, finalement, vous, M. Diarra? Si les Africains évoluent mentalement, on a aussi un défaut majeur de ressources humaines de qualité en ce moment. Moi, je pense que l'unité africaine, je suis très optimiste, mais l'unité africaine a encore du chemin à faire. Par rapport à ce que je vois, par rapport dans le cadre même de la solidarité, dans le cadre même de la géopolitique, je ne pense pas que l'unité africaine puisse... Je prends économiquement, on doit aller à l'unité africaine. Il y a l'UEMOA et ce qu'on produit en Guinée et ce qu'on produit au Mali, on peut même cibler, on peut même faire, en termes de secteur, essayer de produire du riz et du mil au Mali, en Guinée. Je ne sais pas, c'est un pays où il y a beaucoup d'agrumes. Essayer de spécialiser au Sénégal, on a peut-être du poisson. J'essaie un peu, de façon un peu terre à terre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à ce point? Je ne vois pas, regardez un peu l'Union européenne sans les envier et autres. On a peut-être une réflexion profonde à faire au niveau africain. Et quel est votre dernier mot pour ce soir? Mon dernier mot ce soir, je souhaite que les Africains se donnent la main, qu'il est encore temps qu'on rattrape le tir pour essayer d'aller de l'avant. Voilà. D'accord. Merci, M. Diarra. M. Kébé, je viens à vous par rapport à l'indépendance toujours en Afrique et par rapport à l'unité africaine. Est-ce que vous, quelqu'un de la nouvelle génération, vous êtes un grand leader de beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous êtes tellement loin des années 1960, c'est vrai que ça vous passionne, ça vous motive, vous êtes très très intéressé en fait à la question, mais qu'est-ce que vous, en fait, vous avez comme analyse de la situation quand on regarde, par exemple, M. Diarra parlait du seul cas du Mali où nous avons plus de 200 partis politiques. Ailleurs, c'est peut-être presque la même chose. Nous avons des grands ensembles, l'UEMOA, nous avons quoi? Nous avons beaucoup de petits ensembles par-ci, par-là. Est-ce que tout ça contribuerait peut-être un jour alors à faciliter la création des États-Unis d'Afrique ou ça rend difficile la chose? Bref, à quand les États-Unis d'Afrique selon vous? Et que faut-il faire pour cela comme dernier mot? Du chaos naîtra l'ordre. Moi je suis persuadé que tôt ou tard l'Afrique va s'unir. Parce que sans cette union, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Ça me rappelle, même sous le régime colonial, quand les gens se battaient déjà contre le régime colonial, il y a des gens qui se disaient que mais attends, mais vous êtes malade, on ne peut pas combattre les Blancs. Jamais l'Afrique ne sera indépendante. Attention, les Blancs sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Mais cela ne nous a pas empêchés, au bout de 14 ans de lutte, en les mettant dehors, en faisant de notre pays comme nous voulons. Et aujourd'hui, cette gestion est une fierté pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir. À mon avis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, du chaos naîtra l'ordre. Et l'Afrique
tôt ou tard, va s'organiser. On sait qu'il y a un sérieux problème. Il y a des partis par-ci, des partis politiques par-là, et qui continuent comme du champion. Mais en réalité, le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait des cadres décolonisés mentalement. Il faut que les Africains sachent d'où venons-nous, qu'avons-nous fait en bien, en mal, et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Mais justement, M. Kébé, comment on va arriver à ça? C'est-à-dire au fait d'avoir des cadres décolonisés, comme vous dites. Mais il faut, je pense qu'il faut y travailler déjà, peu importe le nombre. Vous savez, il y avait les deux ordres à Cuba, chez Fidel Castro. Mais quand ils ont pris le pouvoir, tout est rentré dans l'ordre. Avant, sous le régime colonial déjà, on sait qu'il n'y avait pas beaucoup de cadres africanisés. Il y a eu même une période où on a parlé de l'africanisation des cadres. Donc, dans tout ça, à mon avis, il faut continuer le combat. Il faut tout perdre sauf le courage, parce qu'il y a des gens qui ne croyaient même pas au Rassemblement démocratique africain, bien qu'il y a certains membres du Parti communiste français qui ont travaillé à ça, contre les De Gaulle, mais avec tout ça, le RDA a vu le jour, et le RDA a porté son fruit. Tout ce que Modibo a eu à faire, à poser comme acte avec ses compagnons fidèles, rentre dans le cadre des acquis du Rassemblement démocratique africain. Donc nous croyons à l'avenir, et nous pensons que tôt ou tard, nous allons faire de notre continent un continent vraiment digne, libre, uni et prospère. On ne va jamais baisser les bras et la victoire est certaine, tous pour chacun, chacun pour tous. Merci, Monsieur Kébé. Monsieur Tekete, alors, ce qu'il faut retenir, en tout cas à la lumière de tout ce qui a été dit ce soir, ce qu'il faut retenir comme acquis fondamental, c'est d'abord l'indépendance. Alors, ces leaders ont pu nous donner, mais ce n'était pas l'indépendance qu'ils voulaient, parce que l'indépendance qu'ils voulaient, c'était une indépendance, mais vraiment dans le cadre d'un grand ensemble africain. Alors là, on a tous échoué carrément. Alors, comment garder cette indépendance et retrouver ce grand ensemble africain comme dernier mot? Très bien. Moi, je dirais d'abord que nous n'avons pas échoué. Nous n'avons pas échoué, mais on nous a distrait de la voie qui avait été ouverte, et que si, j'en suis convaincu, nous avions persévéré dans cette voie-là, nous aurions trouvé des solutions à tout ce qui aujourd'hui nous assaille comme défi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est grand temps que nous arrêtions de regarder nos problèmes avec les yeux des autres. Aucun peuple au monde ne peut espérer le développement en suivant la voie de ceux qui ont pour garantie sa chute. Il faudrait que nous revenions à nous-mêmes, que nous sachions que nous n'avons pas la même vision que les Européens. Nous n'avons pas la même compréhension du monde, même du sens de la vie. Pour eux, le développement, c'est accaparer le bien matériel, l'argent, le bien matériel, mais ce n'est pas ça. Regardez chez eux. Quand bien même ils ont atteint un certain niveau de réalisation d'infrastructures et tout, mais regardez le taux de suicide, regardez le taux de chômage, regardez les rapports, comment les rapports sont régulés entre eux. Ton voisin peut mourir 2-3 jours dans une chambre là-bas, tant que son odeur ne sort pas, tu ne sauras pas qu'il est mort. Hein? Donc, or, malheureusement, nous sommes en train de suivre leur voie. Et aussi longtemps que nous allons continuer comme ça, nos problèmes nous n'iront que de combat inutile à combat inutile, à des défaites irréversibles. Donc, il est temps que nous revenions à nos valeurs africaines, authentiques, à la spiritualité authentique africaine, sans laquelle, le retour sans lequel, tout ce que nous allons entreprendre comme effort pour arriver même à ce que l'on appelle l'unité africaine, ça sera vain. Regardez l'Union européenne. Quand c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine, vous croyez qu'ils vont nous laisser nous unir? Absolument pas. Donc, en cas malheur doni, en cas sekanyerema, en cas dambe, en cas horonya, en cas sinsioka. Mais fin bebambolo, wasanka bo sekena. Mais tu m'as bien encore en banque fait un black en bolo, nyesi kenema, ayandema, nyebe wuli, ou benani de minier. C'est pas que quand de ou ba fait un cato choco de la mimbato ou ka tanye be sabati. Or, ou ka tanye sabatili, ou ya on tatnyani.
D'accord, merci Monsieur Tekete. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission Thema d'Africable Télévision, ce soir sur le thème 73 ans après, que retenir du combat du RDA pour les peuples africains. Et pour en parler, Mesdames, Messieurs, nous étions ce soir en compagnie de Monsieur Daouda Tekete, journaliste, présentateur d'émissions débat sur leur thème de 1949 à 2013, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont entre autres le recueil des proverbes africains, qui est sa toute dernière publication, Modibo Keïta, portrait inédit du président, publié en mai 2018. Nous avions comme second invité M. Gaussou Diarra, professeur de droit à l'université, ancien consultant à l'Union africaine, ancien conseiller à l'ambassade du Mali en France, et enfin notre troisième invité était M. Ibrahima Kebe Tamagide, alias Kebe l'Africain, commissaire principal de l'association Faso Kanou. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous servir, de vous présenter ces numéros Thema. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre aventure thématique. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et passez un excellent week-end. Merci.